continue à y croire. C'est un mème, par exemple, il y en a plein, par exemple celui justement d'avoir cru très très longtemps que nous avions cette programmation génétique du cerveau et qu'elle était immuable. Puis on a fait une découverte qui a un peu renversé tout ça. On a découvert que alors cette découverte est récente, elle ne pouvait être que récente, vous voyez pourquoi? On a découvert que dans le cerveau des jeunes de nos jours, la zone responsable des mouvements du pouce, cette zone est beaucoup plus développée que la même zone il y a une cinquantaine d'années chez les jeunes. Alors là, si l'usage intensif du SMS, en plus, quand l'étude a été faite, c'était l'époque où il y avait encore les claviers, où il fallait vous rappeler comment on faisait un H, G, J. Il y en a qui faisaient ça à l'aveugle, hein, donc la sollicitation des pouces continue, hein, mais c'est... Alors, si le cerveau se développe d'après l'usage intensif qu'on en fait, ah mais alors c'est extraordinaire, ça veut dire que le cerveau n'est quand même pas uniquement, ou alors peut-être pas du tout génétiquement programmé. C'est peut-être juste un extraordinaire cocktail de potentiel qui se développe selon l'usage qu'on en fait. Chouette, c'est comme un muscle en fait. Du coup, alors à l'époque, les enseignants et les neurobiologistes travaillaient encore ensemble. C'est plus tout le cas maintenant. Mais du coup, ils ont développé ensemble un programme de musculation cérébrale. C'est-à-dire des exercices afin qu'on ait tous des gros cerveaux. Proposant sur cette observation que le cerveau se développe au plus jeune âge. Sudoku au petit déjeuner, 5 langues à l'école maternelle, du chinois dans le ventre maternel par l'intermédiaire de haut-parleurs, etc. Toutes sortes de choses ont été faites, pratiquées, avec des résultats nuls. Et ça, c'était une grosse chance, c'était très désespérant pour les acteurs de ce programme. Parce que pourquoi ce qui marche si bien pour l'écriture des SMS ne marchait pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? Et c'est là qu'a été faite la découverte du millénaire, je crois. Hein. Et elle est encore plus récente, c'est que notre cerveau se développe là, et comme nous l'utilisons avec enthousiasme. Et ce mot enthousiasme, c'est la clé des choses. C'est extraordinaire, c'est d'autant plus extraordinaire que voilà que la science nous apporte une preuve renversante de choses que nous savons tous. On le sait tous qu'en état d'enthousiasme, nous avons des ailes, que plus rien ne nous arrête, qu'il n'y a plus de limites, qu'il n'y a plus de frontières, on le sait ça. On sait qu'en état d'enthousiasme, nous sommes tout simplement géniaux. Alors il y a pareillement assez peu de documentation, mais cherchez en anglais, par exemple, vous verrez ce qui se passe, c'est très intéressant. Au bout des longs filaments sont générés des cocktails de neurotransmetteurs qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. D'ailleurs, ce mot engrais est le mot qu'utilise la neurobiologie, l'enthousiasme et l'engrais cérébral. Très intéressant parce que moi je ne suis pas un amateur forcené de statistiques, voire même un gros sceptique, mais il y en a qui sont intéressantes parfois. Celle-là, par exemple, le cerveau d'un petit enfant de 2 à 3 ans baigne en permanence dans un bain d'engrais. Parce que les enfants s'enthousiasment en permanence pour tout. On a mesuré une tempête d'enthousiasme dans le cerveau d'un enfant de 2 à 3 ans toutes les 2 à 3 minutes. C'est facile, 2-3 ans, 2-3 minutes. Juste à titre informatif. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent la réponse, mais est-ce que vous savez ce que la même statistique dit quant au rythme auquel nous autres, les adultes, nous éprouvons la même tempête d'enthousiasme? Alors, 2 à 3 minutes entre les tempêtes d'enthousiasme chez les enfants de 2 à 3 ans et 2 à 3 fois par an pour les adultes. Oui, mais alors j'en vois certains qui s'enthousiasment plus. Toi, par exemple, j'admets que tu t'enthousiasmes 9 fois par an, par exemple. Donc tu as piqué la part de 2 autres. Statistiquement, c'est juste. Mais sinon, ça ne l'est pas, et je tiens à te rassurer, à vous rassurer tous. En fait, l'enthousiasme est la seule ressource terrestre absolument inépuisable. C'est même mieux, plus on l'utilise, plus il y en a. Alors, enthousiasmez-vous. Parce qu'en fait, dans chaque enfant, il y a en attente un génie,
Mais en chacun d'entre nous, parce qu'il y a un enfant en chacun d'entre nous, il y a aussi en attente un génie qui n'attend qu'une chose, c'est de nous voir nous enthousiasmer pour quelque chose. Oui, mais pour que nous nous enthousiasmions pour quelque chose, il faudrait qu'on se libère de pas mal de choses. Par exemple, des hiérarchies entre les métiers. C'est pas, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais le grand exemple, la grande passion, la grande admiration d'Antonin va pour l'instant aux éboueurs de notre quartier. Ça en surprend plus d'un parce qu'il y a quand même ces satanées hiérarchies entre les métiers ou entre les matières. Puis il y en a 2, allez 3 sur un piédestal. Et tant qu'on ne se libère pas de ces hiérarchies-là, on ne peut pas en sincérité et en authenticité s'enthousiasmer. Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles tu peux t'enthousiasmer, ça sera très bien vu, et d'autres, ça sera pas bien vu, voire déconsidéré, voire très mal vu. Et donc il nous faut absolument nous libérer de ces hiérarchies. C'est très intéressant parce que les enfants nous montrent toujours leur voie. Ils ne les connaissent pas, ces hiérarchies-là. Et vous allez voir, c'est intéressant, j'ai publié l'année dernière un tout petit livre, un manifeste pour une écologie de l'enfance. Cette écologie de l'enfance, c'est une nouvelle attitude, tout simplement. C'est pas un parti, c'est pas une méthode, c'est juste la proposition d'une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude face à l'enfant qui repose sur plein de colonnes dont on va certainement parler ce soir, mais l'une d'entre elles, c'est d'arrêter de se poser continuellement la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre à l'enfant. Mais oui, chacun s'improvise en permanence un petit pédagogue. J'ai des histoires à vous raconter à ce sujet-là, qui sont assez intéressantes, quand elles sont pas tristes. Donc chacun s'improvise à chaque instant un petit pédagogue. C'est dans les mêmes de cette société que systématiquement l'adulte est là pour apprendre des choses, pour enseigner, pour éduquer l'enfant. Et jamais on ne se pose la question de qu'est-ce que nous pourrions, nous, apprendre des enfants. Il y a un domaine dans lequel ils sont des maîtres absolus. C'est dans la 3e disposition spontanée de chacun d'entre nous. Mais en tout cas, la disposition spontanée de l'enfant, c'est l'absence totale de préjugés. C'est l'ouverture d'esprit la plus complète. Les enfants vont à la rencontre des autres vivants. Autrefois, j'aurais dit qu'ils vont à la rencontre des autres humains. Entre-temps, je me suis rendu compte que c'était du vivant. Ils vont à la rencontre des autres à bras et à cœur ouverts, sans aucune discrimination. De couleur de peau, de religion, de taille, d'origine, de métier, de salaire et d'âge. Ils vont vers les autres sans aucun des ismes qui noyautent notre société. Ils vont à la rencontre des autres en cherchant juste la rencontre avec un autre. Et là, en ce domaine-là, ils nous montrent complètement la voie. Il suffirait de les prendre pour maîtres pour avoir une société radicalement nouvelle. Comme ça, je voudrais au passage signaler cette 3e disposition spontanée, cette ouverture d'esprit totale de l'enfant, qui va de pair avec la 4e disposition spontanée dont je voulais vous avoir parlé, c'est de ce penchant irrépressible de l'enfant pour aller dans le vaste monde. On est fait pour ça. On est programmé depuis bien avant la naissance pour aller dans le vaste monde. C'est ce qui est à notre mesure. C'est d'ailleurs ce dans quoi nous baignons. C'est étrange, hein, parce que les enfants sont faits pour le monde et on les soustrait au monde pour les préparer à la vie. Alors moi, vous aurez compris, je ne suis absolument pas un critique de l'école, c'est absolument pas mon travail, c'est absolument pas non plus mon idée, ni même ma conviction. C'est vrai que je ne propose pas de réformer l'ancien ou de repenser l'ancien, j'essaie de proposer quelque chose de tellement nouveau que même la critique de l'ancien en devient obsolète. Et donc, moi, je ne suis pas du tout un critique de l'école, je laisse ça à d'autres. Moi, je travaille la main dans la main avec les gens qui font l'école. Et je ne suis pas l'ennemi scolaire numéro 1, et mes parents ne se sont pas décidés contre l'école. Ce n'est pas contre l'école qu'ils ont pris la décision de ne pas nous envoyer à l'école, mais c'est pour quelque chose. Pour la disposition spontanée de l'enfant. Et donc, ce penchant à aller dans le vaste monde, à la rencontre des autres, à créer des connexions, justement à l'écart de tous les ismes, et à veiller à chaque instant à ce que les rencontres soient des enrichissements mutuels,
Ça, c'est une disposition spontanée. On est tous venus au monde avec cette disposition-là. On est tous venus au monde optimisés pour le monde. Alors souvent quand je dis ça, on me dit oui mais. Alors on peut parler du oui mais. Vous connaissez le oui mais? Le oui mais, c'est le dernier refuge pour s'interdire un truc dont on a très envie. Pour nous empêcher nous-mêmes de réaliser nos rêves, par exemple, toujours le oui mais. Et je ne sais pas combien de fois vous avez utilisé le oui mais dans votre vie, ou combien de fois vous l'entendez dans votre quotidien, mais le oui mais, c'est bel et bon. C'est aussi une forme de oui mais, n'est-ce pas? On me dit par exemple, oui, aller dans le vaste monde, c'est bel et bon, oui mais. C'est valable pour les grands, quand ils sont petits, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste à la maison, s'en occuper, pour les garder. Alors, je voulais d'abord régler mes comptes avec le oui mais. Parce qu'on me dit souvent oui mais. Ceci, oui, mais c'est possible parce que ceci, mais c'est impossible parce que cela, etc. Alors, quand on cherche ce qui rend impossible nos rêves, nos idées, nos visions, on trouve toujours. C'est très simple, on va faire un exercice de groupe. Je déteste les exercices de groupe. On va quand même en faire une histoire illustrée de oui mais. Je vais vous prier d'être rapide, et de regarder autour de vous dans cette salle, de regarder autour de vous très très vite et de prendre très très vite note le plus précisément possible de tout ce qui est rouge dans cette salle. Il y a des fauteuils rouges là-bas. Alors soyez précis et soyez rapide. Soyez précis parce que je vais vous interroger. Je vais vous interroger et on verra lequel d'entre nous a été le plus attentif. Je vous donne plus beaucoup de temps. Allez, top, c'est fini, vous ne regardez plus, vous fermez les yeux, honnêtement. Honnêtement, vous fermez tous les yeux. Et vous me dites tout ce qui dans cette salle était bleu. C'est intéressant parce que c'est neurobiologiquement absolument impossible de voir bleu quand on cherche rouge. C'est toujours intéressant de constater. Et surtout, je vous ai parlé de bleu, mais j'aurais pu vous parler de jaune, de vert, vous les avez tous loupés aussi. Alors c'est pas que vous ne les avez pas vus, mais vous ne les avez pas perçus, vous ne les avez pas enregistrés. C'est normal, notre cerveau ne peut pas. Quand tu cherches rouge, tu trouves rouge. Donc quand tu cherches ce qui rend impossible, tu trouves ce qui rend impossible. Mais d'une manière tout aussi inobjective, tu pourrais regarder ce qui rend possible et trouver. D'ailleurs, si on se mettait à chercher bleu, maintenant on louperait rouge. C'est logique. Donc, d'où l'objectivité du oui mais. Pensez-y, vous allez voir, Merci. Vous allez voir, c'est toujours très intéressant. Et alors moi, pour illustrer mon oui mais, celui du oui mais, c'est valable d'aller dans le vaste monde pour un grand. Un petit à 2-3 ans ne peut pas aller dans le vaste monde. Il faut qu'il y ait des parents, etc. Moi, j'ai pas le temps, je ne suis pas privilégié pour avoir... Vous devez les connaître. Si vous ne les avez pas formulés en vous, on vous les a déjà formulés à votre place. Je vais raconter une petite histoire. J'aime beaucoup raconter des histoires. Vrai. Ça arrive à Antonin qui n'a pas tout à fait 3 ans. Non, qui a 2 ans et demi. Et qui reçoit de la part de son grand-père une moissonneuse-batteuse en jouet, grande comme ça. Et qui veut savoir ce que c'est. Alors vas-y, explique à Paris, à un enfant de 2 ans et demi, en décembre, ce qu'est une moissonneuse-batteuse. Alors par chance, il y a ordinateur, internet, YouTube et des vidéos de moissonneuses-batteuses. Si vous avez peur du monde virtuel, parlons-en. Et donc on trouve des vidéos de moissonneuses-batteuses et pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit, en tout cas, qu'ils comprennent comment... Oui, parce que moi je vous parle de l'attitude ironique. Pour qu'ils comprennent comment fonctionne une moissonneuse-batteuse. Et ensuite, vous vous en doutez, tout l'hiver durant, avec sa petite moissonneuse-batteuse verte, il a moissonné toutes les surfaces horizontales dans notre appartement. Et jusqu'à l'été suivant, où on est passé en voiture au bord d'un champ, et moi j'avais pas remarqué, mais lui tout d'un coup dit « Ah, il y a une moissonneuse là-bas !» Alors, bien évidemment, on a arrêté l'auto, il en est descendu, en plein enthousiasme, c'est-à-dire jusque dans ses dernières fibres, il s'est planté là et il a regardé au loin la moissonneuse qui s'approche. Il faut que vous revoyiez bien la scène. Mon fils de 3 ans et une moissonneuse batteuse. Et d'ailleurs, plus elle s'approche, plus elle grandit.